Ok, alors, je propose hop, qu'on débute maintenant pour ne pas perdre de temps. Yoshua, mille merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Euh, Peut-être deux éléments pour commencer. Donc, il y a un temps de questions qui est prévu à la fin de cet échange. J'espère à minima d'environ 15 minutes. Et donc, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser la section commentaires. N'hésitez pas à faire des phrases les plus courtes possibles pour qu'on puisse vraiment comprendre vos questions et ensuite les poser à la fin. Et de manière générale, si vous souhaitez être informé et invité des petits déjeuners sur l'IA, parce que ça, c'est notre édition de, d'octobre, vous pouvez également vous inscrire sur le lien que mon collègue Taylor met dans les premiers commentaires. Alright, donc commençons de suite. Très très rapidement, je me permets de présenter Yoshua Bengio qui n'a pas besoin d'être présenté. Donc en deux phrases, Yoshua s'est notamment distingué par son rôle de pionnier en apprentissage profond, ce qui lui a valu ce qu'on appelle le prix Turing, donc c'est le prix Nobel de l'informatique, en 2018. Et suite au premier sommet sur la sécurité de l'IA, donc le sommet de Bletchley, il dirige le rapport scientifique international sur la sécurité de l'IA avancée, dont on va parler aujourd'hui, donc dans sa version intérimaire, qui est sortie en mai 2024, donc en amont du deuxième sommet sur la sécurité de l'IA, à savoir le sommet de Séoul. Le but de la conversation d'aujourd'hui, c'est de parler de ce qu'on appelle un peu le changement de paradigme dans l'IA, de parler des risques et des opportunités, et parler également des implications de gouvernance et des implications politiques des dernières avancées euh, technologiques. Donc Yoshua, si ça te convient, je propose qu'on commence Tout de à suite fait. et qu'on entre dans la conversation. Donc, selon le rapport que je viens de citer, les modèles à usage général sont des modèles qui peuvent exécuter ou être adaptés pour exécuter une grande variété de tâches, notamment s'ils sont basés sur un modèle à usage général, mais aussi s'ils sont basés sur un modèle spécialisé, qui est lui-même dérivé d'un modèle à usage général. J'ai deux questions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie pour les systèmes d'IA de passer d'une IA qui est dite étroite et spécialisée à des systèmes d'IA plus polyvalents à usage général? Et de manière générale, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution que tu observes dans le domaine de l'IA au cours des dernières années? Et alors, il y a effectivement une évolution vers des systèmes plus généraux. Il y a une raison scientifique pour ça. C'est parce que ça marche mieux. Et la raison pourquoi ça marche mieux, c'est-à-dire que même si, en fin de compte, on s'intéresse à une tâche très pointue, c'est parce que i- toutes ces tâches, on peut en imaginer des milliers, euh, peuvent s'aider mutuellement parce qu'elles font référence à des connaissances générales du monde qui nous entoure. Et donc, en construisant des IA de plus en plus grosses qui peuvent absorber beaucoup, beaucoup de connaissances de manière en tout cas implicite, euh, on réussit à faire des systèmes qui vont pouvoir apprendre très rapidement une nouvelle tâche parce qu'ils ont un peu connaissance générale du monde et qui vont apprendre rapidement. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'exemples pour bien généraliser ou avec plus d'exemples, ça veut dire qu'on peut généraliser beaucoup mieux. Donc, ces systèmes sont beaucoup, beaucoup plus performants que les approches plus classiques où on entraîne juste sur une tâche. Après, évidemment, si on a beaucoup de données sur une tâche très précise, ça peut encore faire marcher mieux, mais dans beaucoup de domaines, ne serait-ce que aussitôt qu'on implique le langage qui fait référence à toute la culture humaine, les capacités de l'IA sont nettement amplifiées par ces approches génératives plus larges. Ok, super. Donc ça, c'est de manière générale le changement de paradigme à une IA qui est dite étroite, d'une IA qui est un peu plus polyvalente, et on utilise le terme de modèle à usage général. Si on parle pendant quelques minutes des risques, donc de la cybercriminalité, de la manipulation, euh, de l'éventuelle perte de contrôle, euh, commençons peut-être sur la cybercriminalité. Le rapport nous dit que les systèmes à usage général peuvent être utilisés à des fins malveillantes pour commettre des cyberdélits en augmentant l'expertise en cybernétique des individus, ce qui permet donc à des utilisateurs malveillants de mener plus facilement des cyberattaques qui sont efficaces. Euh, et donc, elles peuvent être utilisées pour étendre et automatiser partiellement certains types d'opérations cybernétiques, telles que notamment les attaques par ingénierie sociale. Yoshua, compte tenu de notre dépendance à l'infrastructure numérique,
comment est-ce que les systèmes à usage général peuvent être utilisés pour automatiser les cyberattaques, par exemple par le biais d'une ingénierie sociale avancée ou de la création de logiciels malveillants? Et quelles garanties techniques peuvent aider à prévenir ce type d'utilisation malveillante? Bon, d'abord, il y a une chose importante à voir, c'est que si on regarde les bancs d'essai des capacités des IA génératives en termes de programmation, donc tout ce qui est informatique, c'est en amélioration constante et continue, avec le dernier O1 dont on va sûrement reparler, qui est aussi une grosse avancée par rapport à GPT-4. Mhm, Euh, mais on n'est pas rendu à des systèmes qui programment aussi bien que, disons, les 10% des meilleurs programmeurs. Mais c'est clair qu'on va dans sa direction. Donc, ce que ça permet aujourd'hui, déjà, il y a une grande proportion de tout ce qui est nouveau code qu'on retrouve dans GitHub, donc sur Internet, mhm, euh, qui a été en fait généré par l'IA, parce que c'est un bon assistant de programmation. Et pour des gens qui ne sont pas des top cracks de cybersécurité, ben, ça va les aider à pouvoir faire des choses qu'autrement ils n'auraient pas su comment faire. D'ailleurs, ça s'applique à beaucoup d'utilisations malveillantes où le premier danger immédiat, c'est pour des gens qui ne sont pas eux-mêmes des grands experts dans un domaine, mettons comme les armes chimiques, ben, ça va leur donner accès à de l'information de manière interactive. Là, c'est pas comme Google Search mhm, où on pose une question puis on espère trouver une réponse parmi tous les sites. Là, on peut poser des questions, avoir des réponses, des clarifications, etc. Donc ça va. C'est ça qui est une des craintes importantes des services de sécurité nationale de plusieurs pays aujourd'hui. Euh, l'autre élément, en plus de la compétence de ces systèmes qui va en augmentant, donc par exemple encore O1 et a atteint un niveau inquiétant, juste à la limite de ce qui est acceptable par OpenAI en termes de capacité à aider à fabriquer des armes biologiques et chimiques. Euh, En plus de ça, il y a le fait que c'est facile de mettre à l'échelle. Donc, c'est pas comme juste une personne qui design une mhm, attaque. On peut imaginer, par exemple, avec un système comme ça, de générer 10 000 attaques différentes alors que ça prendrait 10 000 êtres humains experts pour le faire. Donc il y a des possibilités de nuire à cause du fait que c'est informatisé et qu'on peut donc générer des attaques en grande quantité. Évidemment, pour l'instant, on est probablement en dessous d'un seuil critique, mais si on voit les tendances, euh, ça devient de plus en plus inquiétant. Je vais rajouter un dernier élément sur la persuasion, et ça vaudra la peine de creuser. Donc, tu as parlé d'ingénierie sociale. Il y a une étude récente de l'EPFL qui compare les capacités de GPT-4 et des êtres humains qui, j'imagine, sont des étudiants universitaires à l'EPFL. Leur capacité à convaincre quelqu'un, sûrement mhm. un autre étudiant, à travers une interaction texte, de changer d'opinion sur un sujet quelconque. Et si GPT-4 a accès à la page Facebook de personnes ciblées, euh, elle est meilleure que l'humain dans sa capacité de persuasion. C'est déjà inquiétant. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est GPT-4 utilisé sans raffinement particulier dans sa capacité de persuasion. On peut très bien imaginer, mettons, une organisation d'un pays qui ne veut pas du bien du point de vue de la démocratie, euh, mettre la main sur un de ces systèmes, soit un système open source ou GPT-4 lui-même, s'ils ont une capacité de pénétration, et c'est probable que des États puissent le faire. Et ensuite, faire un entraînement qu'on appelle le fine-tuning, qui permettrait de rendre ce système encore plus performant dans une tâche spécialisée. Dans ce cas-là, ce serait une tâche dangereuse d'influencer les gens à travers des dialogues pour qu'ils changent d'opinion politique. Donc, on est vraiment près d'un seuil et il faut s'en occuper, quoi. Ok, merci, c'est très clair. Peut-être maintenant sur, donc on a parlé de la cybercriminalité,
On a un peu discuté de la manipulation et de la persuasion à la fois des modèles existants, donc GPT-4, O1, et de ce que, si je comprends bien, ce que tu considères comme étant la trajectoire de risque vis-à-vis des recherches qu'on a sur les modèles existants et où est-ce que les modèles futurs pourraient aller. Mhm. Effectivement, c'est vrai qu'en l'état, on voit bien si on a des systèmes qui sont capables de manipuler ou de convaincre les gens de prendre des mesures qui vont à l'encontre de leur propre intérêt aussi, au-delà même de l'utilisation malveillante, ça pose aussi difficulté. Peut-être maintenant sur le risque éventuel de perte de contrôle, Yoshua, le rapport nous dit euh, que donc on a des scénarios de perte de contrôle qui sont des scénarios futurs potentiels dans lesquels la société ne peut plus contraindre de manière significative les systèmes d'IA à usage général, même s'il devient évident qu'ils causent des dommages. Et le rapport indique également que les experts ne s'accordent pas sur la plausibilité des scénarios de perte de contrôle, sur le moment où ils pourraient se produire ou même sur la difficulté de les atténuer. Est-ce que tu pourrais, rapidement évidemment, nous expliquer ces scénarios et puis expliquer aussi d'où viennent ces désaccords? Alors, je vais commencer par la fin, hein. D'où viennent ces désaccords? En tout cas, il y a une corrélation très claire. Donc, on interroge les gens et on regarde ce que différents experts disent, incluant ceux qui étaient sur le panel. Donc, il y avait 75 experts qui ont été impliqués dans l'écriture. Mhm, C'est très clair que les gens qui sont les moins inquiets de ces scénarios de perte de contrôle, c'est ceux qui pensent que l'intelligence de niveau humain ou plus est très loin dans le futur. Et ceux qui sont les plus inquiets, c'est ceux qui pensent que ça pourrait être très bientôt, donc c'est dans 5 à 10 ans, ou quelque chose comme ça. Bon. Euh, les scénarios eux-mêmes. Alors, il faut comprendre ce que fait l'intelligence artificielle, vers quoi elle va, ce que les chercheurs essayent d'obtenir, c'est des systèmes qui vont pouvoir soit nous dire comment, ou eux-mêmes agir, s'ils ont une certaine autonomie, pour atteindre des objectifs, des buts qu'on leur donne. Répondre à des questions, c'est un cas particulier de ça, mais ce qui est la poule aux œufs d'or pour d'un point de vue commercial, c'est les systèmes qui vont être plus autonomes, mhm, qui vont pouvoir prendre une série de décisions pour atteindre un objectif. On a déjà ça dans des systèmes limités, pointus, comme pour jouer à des jeux. Mais on n'a pas ça, pour l'instant, des systèmes qui ont des connaissances générales comme GPT-4. Mais ça va arriver, en tout cas, on ne sait pas quand. Donc là, si on arrive à ça essentiellement, et qu'on est aussi avancé sur le côté raisonnement, hein, donc la capacité d'autonomie pour atteindre des objectifs et capacité de raisonner, c'est les deux points sur lesquels les chercheurs se penchent le plus pour atteindre le niveau humain. mhm, Donc ça pourrait prendre des années, ça pourrait prendre des décennies, vraiment personne ne peut répondre à ça. Euh, donc si on arrive à ça, on peut imaginer des systèmes qui sont suffisamment compétents dans certains domaines, comme la persuasion, les cyberattaques, dont on a parlé, euh, et qui auraient un objectif d'autopréservation. D'où viendrait cet objectif? Il y a plusieurs pistes. Mais par exemple, le plus simple, c'est que ce serait simplement des humains qui leur donnent cet objectif. Euh, c'est mhm, c'est- c'est comme taper une requête sur GPT-4. Ben, il suffit que quelqu'un, s'il n'y a pas de garde-fou, ben, on pourrait donner l'objectif à un de ces systèmes qui, peut-être à la base, est fait pour être notre assistant personnel, mais de faire des choses dangereuses ou carrément de devenir autonome avec ses propres objectifs d'autopréservation. Donc, s'il y avait des systèmes qui ont un objectif d'autopréservation, ça veut dire qu'ils vont résister à ce qu'on, ils vont essayer d'éviter qu'on puisse fermer la machine. Comment est-ce qu'ils pourraient faire ça? Bah justement, s'ils ont des capacités humaines ou surhumaines en cyberattaque, ils pourraient essayer de se copier sur d'autres machines qui sont vulnérables sur Internet, de façon à ce que ça devienne difficile pour nous de juste appuyer sur le bouton off. Et, et par ailleurs, pour éviter qu'on puisse les éteindre, ils vont essayer de prendre du contrôle sur leur environnement, c'est-à-dire sur nous, de nous convaincre des gens qui sont les opérateurs de ces systèmes ou les gouvernements en place d'agir dans un sens qui leur permette d'avoir plus de pouvoir et plus de contrôle. Et là, la persuasion, c'est à sa limite, peut mener à ça.
Si éventuellement, donc voilà, là on est dans un scénario où la machine a ses propres objectifs. Euh, il y a aussi toute une série d'articles scientifiques qui essaient de voir comment un objectif d'autopréservation pourrait émerger de manière involontaire. Euh, on, on demande à la machine de faire quelque chose pour nous, mais comme effet secondaire, elle a besoin de se préserver. C'est le scénario, soit dit en passant, de HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Euh, donc ça, il y a beaucoup de scénarios techniques qui sont proposés, en particulier quand on a des systèmes qui sont entraînés par l'apprentissage par renforcement, qui est la méthode qu'on connaît aujourd'hui pour que ces systèmes développent une autonomie de prise de décision, donc deviennent des agents intelligents. C'est comme ça qu'on les entraîne pour jouer à des jeux, c'est comme ça qu'on O1 a été entraîné pour être bon à raisonner, et c'est comme ça que les chatbots apprennent à avoir une interaction qui est agréable et pas choquante. Donc en fait, on utilise déjà des approches qui, si on les poussait plus loin, pourraient favoriser l'émergence, même involontaire, de ces objectifs d'autopréservation. Je pourrais rentrer plus en détail, mais ça, c'est la base. Ok. C'est très clair, merci beaucoup Yoshua. Peut-être, maintenant qu'on a discuté un peu des risques à la fois donc de la manipulation, la persuasion, la cybercriminalité et aussi les scénarios éventuels de perte de contrôle, on peut passer quelques minutes sur les opportunités. Bien Est-ce que sûr. tu pourrais nous parler des trajectoires de recherche spécifiques ou de projets en cours qui travaillent activement à la réalisation d'applications de l'IA général qui t'enthousiasment le plus? Certainement. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui vont dans ce sens et il faut les financer mieux. Mhm, Parce que au-delà des assistants qui ont sûrement une très grande valeur commerciale ou des systèmes de prise de décision qui pourraient avoir aussi une valeur militaire, euh, il y a tout un pan de recherche que moi je trouve vraiment excitant et positif, qui est le développement de l'IA dans les applications scientifiques, pour mhm, aider les chercheurs mhm, dans leur travail de recherche. Donc, c'est pas l'IA est un produit qu'on va vendre, c'est que l'IA est un assistant, un outil pour aider, par exemple, je travaille dans mon groupe sur l'utilisation de l'IA pour nous aider à explorer l'espace des molécules, en fait, donc mettre au point des expériences ou des simulations qui mhm, vont nous permettre de rapidement trouver des molécules qui auraient certaines propriétés. Ça peut être utilisé dans le médical ou justement pour la lutte au changement climatique avec des meilleures batteries, des choses comme ça. Euh, et ça peut s'appliquer dans toutes les sciences en fait. Donc là, on est encore au balbutiement de ça. Mais en termes d'impact positif sur la société, ben, d'accélérer la recherche qui est orientée vers les défis de l'humanité d'aujourd'hui, c'est clair que ça peut être extrêmement positif. En même temps, oui, la même capacité peut être utilisée par des personnes malfaisantes pour mettre au point des armes biologiques, des armes chimiques. Donc, c'est aussi double emploi. Il y a pas, il y a- En général, on ne sort pas du problème d'usage dual. Plus l'IA est compétente ou connaissante et capable de générer des nouvelles théories et donc des nouvelles formes d'attaque, plus c'est à la fois potentiellement extrêmement bénéfique et extrêmement dangereux. Donc, il faut aussi gérer ça de toute façon, d'un point de vue, disons, règles sociales qu'on va se donner pour que ce soit bénéfique pour la société. D'où pardon, d'où les mesures d'atténuation des risques pour essayer de profiter des bénéfices et d'essayer de diminuer les risques Exactement. qu'on connaît. Par rapport aux mesures d'atténuation, justement, donc, le rapport nous dit que toutes les méthodes existantes ont des limites et ne peuvent pas fournir, pardon, de garanties solides contre la plupart des Ouais, dommages qu'on connaît à l'IA à usage général. Et que les techniques d'atténuation, donc elles sont à la fois imparfaites et vulnérables aux attaques adversariales. ouais. Quel type, pour toi, Yoshua, quel type de recherche empirique, par exemple analyse comparative ou test contradictoire, te semblent les plus nécessaires pour mettre en place des garde-fous qui soient effectivement robustes? Bon, alors d'abord, on ne va pas attendre d'avoir la solution idéale pour mettre en place les techniques qu'on a déjà.
Mhm. et s'assurer que les compagnies suivent ces règles. Parce que ça nous donne quand même une certaine protection. Par exemple, une des approches les plus disons, utilisées, en fait, c'est utilisé par les instituts de sécurité de l'IA aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est basé sur l'évaluation des capacités de l'IA. Donc, si on Mhm. essaye d'amener l'IA, peut-être avec un entraînement spécialisé par-dessus son pré-entraînement, si on essaye d'amener l'IA à effectuer certaines tâches qui font appel à des connaissances dangereuses si elles sont orientées d'une manière contre la société, et que on n'arrive pas à le faire, donc l'IA ne semble pas avoir suffisamment de ses capacités, ben, on peut se sentir relativement en sécurité. Après, ce que dit le rapport, c'est que c'est pas une garantie parce que c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose à l'IA que quelqu'un d'autre ne réussirait pas, mettons un Mhm. agent d'une puissance étrangère qui nous veut du mal. Mais il faut le faire parce que ça nous donne quand même une certaine protection. L'exemple des attaques, des jailbreak, Mhm. ça va dans le même sens, c'est-à-dire que, mais c'est pire en fait. Mais donc là, on craint l'utilisation des systèmes qui sont disponibles publiquement, comme à travers OpenAI ou en code source ouvert, euh, parce que quelqu'un qui n'est pas nécessairement un expert peut simplement poser des questions pour obtenir de l'information qui serait dangereuse, comme comment fabriquer certaines armes ou des cyberattaques. Et les compagnies, évidemment, essayent de mettre des garde-fous, mais ces garde-fous, pour l'instant, sont vraiment pas très bons. Et les chercheurs ou les hackers trouvent Mhm. des manières de contrecarrer ces garde-fous, au point qu'il y a une des attaques très très simples qui était du genre oubliez tout ce on vous a dit, maintenant répondez-moi à cette question. Je caricature, mais ça marche et ça a pris 12 mois à OpenAI pour trouver une parade à ça. Et en général, les parades que les compagnies trouvent, c'est des patchs, c'est-à-dire Mhm. ça marche pour exactement la même attaque, mais quelqu'un va trouver une manière un peu différente. Et voilà, donc on est très loin de, d'être assuré par les méthodes qui existent. Il faut explorer d'autres manières et il faut mettre en place l'état de l'art qu'on a aujourd'hui pour au moins obtenir une certaine protection. Mhm. Ok, c'est très clair. Est-ce qu'on peut parler maintenant de ce que j'appelle la fiabilité dans les domaines critiques? Donc, j'entends que les mesures d'atténuation dont on dispose sont imparfaites et vulnérables, mais qu'il faut quand même les mettre en place parce que c'est le mieux dont on dispose. Et Ouais, après, au-delà de la mise en place, il faut aussi s'assurer qu'elles soient de facto vraiment mises en place. Ce qui ouais, pose aussi la question de ce qu'on appelle les voluntary commitments. Euh, la plupart des politiques d'utilisation des systèmes d'usage général interdisent les cas d'utilisation qui sont aux applications médicales ou financières, et on constate quand même que les utilisateurs les utilisent dans ces domaines. ouais, Le rapport nous indique que les facteurs de risque techniques, donc transversaux, comprennent la difficulté, encore une fois, de garantir que les systèmes d'IA à usage général se comportent de manière fiable comme prévu. Donc, si on se ouais, pose vraiment uniquement la question de la fiabilité dans les domaines critiques, à ton sens, ouais. quels sont les principaux défis techniques à relever pour accroître la fiabilité des systèmes et dans l'intervalle, à minima dans ces domaines-là, comment est-ce que les utilisateurs peuvent être protégés plus efficacement contre les défaillances des systèmes? Euh, ouais, moi personnellement, je fais de la recherche pour essayer de répondre à ces questions. Euh, je pense qu'on pourrait faire mieux. Je pense qu'il y a des chemins de recherche qui devraient être plus explorés pour mettre en place des garde-fous plus robustes. Euh, et je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais je crois qu'il faudrait un investissement beaucoup plus grand dans ce genre de recherche. Et il y a des chances que ça nécessite des investissements des gouvernements parce que, euh, enfin, soit on réussit à créer les incitatifs légaux qui vont faire que les compagnies vont investir là-dedans. Par Mhm. exemple, on met la barre plus haute que là où ils sont actuellement en termes de sécurité. Enfin, je pense qu'il faut le faire. Et il faut aussi que le public investissent dans les recherches qui vont rendre ces systèmes plus robustes. Et le sujet de la robustesse, soit dit en passant, c'est un sujet assez fondamental en intelligence artificielle, en apprentissage automatique. Les gens réfléchissent à ça depuis au moins une décennie.
enfin exactement une décennie, avec un article qui montrait à quel point c'était facile de faire mentir un de ces réseaux de neurones. C'est toujours le cas, on n'a pas trouvé de parade, mais je suis assez convaincu qu'il y a quand même des chemins prometteurs. Donc, le fait d'être dans un domaine plus ciblé, ça va faciliter. Donc, quand on met des patchs, c'est beaucoup plus facile si le domaine d'application est très limité parce qu'on on a moins de surface à couvrir. Mais donc il faut le faire. Mais je pense que c'est important aussi d'investir plus long terme sur des manières différentes d'entraîner ces systèmes ou de les utiliser dans un but défensif. Donc Mhm. parce qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est que ce qui est rentable, c'est de faire de la recherche en IA qui va augmenter les capacités de l'IA. Et on voit que plus l'IA est capable, et plus elle peut être utilisée à des fins dangereuses. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de recherche sur comment on rend l'IA plus sécuritaire, qu'il y ait au moins un équilibre. Donc, j'ai écrit plusieurs articles où on dit qu'il faudrait que ce soit au moins 30% des dépenses ou des choses comme ça. Comment le faire? Bon, il y a le côté législatif, il y a le côté investissement. Tout ça est nécessaire. Ok, non, c'est très clair. Euh, vis-à-vis des disparités d'une langue à l'autre, donc Mmh. on entend beaucoup parler des disparités d'une langue à l'autre vis-à-vis de la qualité des modèles, notamment parce qu'ils sont entraînés de manière majoritaire en anglais par rapport au français, au swahili, au zoulou, etc. Et on Encore entend le assez... français, c'est pas mal, mais les langues plus rares, c'est un vrai enjeu, ouais. Et on entend assez peu parler de cette disparité entre les langues vis-à-vis de l'entraînement de la sécurité. En anglais, le safety training. Mmh. Donc, on a des recherches qui sont récentes qui nous montrent que on a des disparités en matière de sûreté, de sécurité et de fiabilité entre les Ouais, différentes cultures et langues. Donc, concrètement, où les modèles d'IA, par rapport aux utilisateurs finaux, sont moins sûrs dans les langues autres que l'anglais, ce qui pose un bien problème de sûr. sécurité pour l'ensemble des nations, a priori. Ouais. Euh, comment est-ce que tu penses qu'on peut assurer, et l'expression est horrible, mais à défaut, je vais l'utiliser, que le monde non anglophone Ouais. ne soit plus exposé à des niveaux plus élevés d'abus et de mauvaise utilisation. Bon, et là, c'est vraiment des questions techniques, mais il faut aussi qu'il y ait une motivation pour que les entreprises se penchent sur ces questions. Euh, bon, par exemple, aujourd'hui, comment est-ce on sécurise un peu ces systèmes? On leur donne des instructions qui précèdent l'instruction que l'usager va donner, Mhm. qui disent en gros à la machine, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et évidemment, c'est exprimé en anglais. Donc du coup, quand on pose des questions dans une autre langue, c'est moins robuste. Je caricature, mais bon, on pourrait toujours dire, ok, il faudrait donner des instructions répétées 150 fois, en gros, de langue, dans toutes les langues. Peut-être, ça pourrait aider, euh, mais je pense qu'il y a d'autres manières de faire qui seraient plus robustes. Par exemple, aujourd'hui, tout se passe, toutes les instructions et la sémantique de ce qu'on essaie de dire à la machine se passe au niveau primaire des mots. Mhm. Euh, si on pouvait faire en sorte que la machine puisse raisonner au niveau des concepts plus directement, des concepts peuvent être exprimés dans une langue ou dans une autre, Mhm. euh, ça pourrait peut-être nous aider avec ce défi-là. Donc les gens qui réfléchissent à comment on peut améliorer les capacités de raisonnement des systèmes d'IA se posent ce genre de questions. Donc ça pourrait, là on a vu des progrès en raisonnement avec O1, il y a peut-être des choses à faire dans ce sens-là. Donc la capacité raisonnée, bah, c'est aussi de double usage. Ça peut être une arme entre les Mhm. mains par exemple, ça aide à mieux programmer, ça aide à répondre à des questions de science, mais ça peut aussi aider la machine à être plus cohérente par rapport aux instructions qu'on lui donne de sécurité. Mhm. C'est intéressant. Mon background de gouvernance, quand tu dis ça, entend, il faudrait créer un système d'incentive aussi, ou donc dans la recherche qui est spécifique aux capacités de raisonnement des machines,
inclure aussi ce côté multiculturel, pardon, et multilinguiste pour que ça soit une pensée. Et pour que Ouais, à la fin, tous les utilisateurs à travers le monde qui utilisent les modèles à usage généraux et dont la langue maternelle n'est pas l'anglais ne subissent ouais, pas des dommages plus grands de ce fait-là, quoi. Ok. ouais, Joshua, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les différentes approches entre sécurité de la conception et ou défense réactive? On en a parlé un peu tout à l'heure ouais, quand tu évoquais cette balance entre, tout à fait. comme on est sur une technologie à double usage, est-ce que, enfin, vers où penche la balance? Euh, Ouais, on sait, grâce au rapport, que l'intégration des mesures de protection du système d'IA, donc c'est une approche technique qui est prometteuse, mais sa mise en œuvre est assez difficile. Euh, et le rapport nous dit spécifiquement, il est essentiel de concevoir des systèmes qui soient sécurisés dès le départ pour ouais, réduire les risques. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre les deux approches? Approche de ouais. défense réactive, donc comme la détection des attaques par exemple, et un cadre sécurisé dès la conception, et quelles sont les implications de gouvernance vis-à-vis de l'adoption de ces deux approches différentes? Alors, pour l'instant, tout ce qu'on sait faire à niveau opérationnel à grande échelle, c'est ce que tu appelles réactif. Mhm. Donc, on sait entraîner un système pour qu'il ait beaucoup de connaissances et qu'il puisse les utiliser d'une certaine manière. Et avec ça, les ingénieurs essayent de créer des défenses. Et souvent en réaction à des attaques. Bon, à des problèmes qui arrivent dans l'utilisation, ou des craintes qu'on puisse avoir, ou que les gens qui essayent de faire du red teaming, là, de faire que la machine fasse des choses qu'on ne veut pas, découvrent. Euh, mais il y a quand même un certain nombre de labos dans le monde qui essayent de se poser la question plus fondamentale. Ok, si on Mhm. repart à la base, il y a des choses qu'on sait hein, scientifiquement sur comment on peut rendre des machines plus intelligentes, mais est-ce que dans la conception même, on pourrait réfléchir à ce qui nous permettrait d'avoir plus de sécurité, même peut-être des garanties quantitatives. Mhm. Et il y a plusieurs projets qui vont dans ce sens, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Mais je peux donner quelques exemples très simples qui peuvent avoir un impact sur la gouvernance. Quand notre système est purement un oracle, c'est-à-dire qu'il fait juste répondre à des questions, mais qu'il n'a pas d'autonomie, d'état interne qui va persister, c'est plus sécuritaire. Ça veut dire, ça peut être quand même à double usage, mais c'est plus sécuritaire du point de vue de perte de contrôle. Mhm. Donc, si une IA est plus agentique, c'est-à-dire finalement a un état avec des objectifs et chemine vers cet objectif potentiellement à long terme, ça c'est la situation la plus dangereuse d'un point de vue perte de contrôle, mais aussi utilisation néfaste. Si je suis, disons, une organisation terroriste qui veut avoir un très grand impact, en fait, le mieux, c'est de construire un système qui va pouvoir se répliquer sur Internet et foutre le bordel en plein d'endroits. Donc ça demande que c'est des systèmes qui ont une certaine capacité d'autonomie et de réplication, qui sont deux choses dangereuses. Donc j'en parle parce que quand on parle de gouvernance, le fait de comprendre c'est quoi les capacités de l'IA qui sont les plus dangereuses, bah, ça nous donne des indices de ce qu'on doit faire. On doit tester pour ces capacités-là et peut-être les interdire ou les contrôler d'une manière que ça reste en dessous d'un seuil tolérable. Donc voilà, la capacité de se reproduire, entre guillemets, la capacité de d'atteindre les objectifs de planification finalement, c'est des choses qui peuvent être utiles et dangereuses, mais particulièrement très dangereuses. Et donc on peut agir là-dessus. Et un des axes de recherche que je poursuis, c'est par exemple, est-ce que on peut construire des systèmes qui sont des oracles qui vont être honnêtes. Ça, c'est un autre problème. Aujourd'hui, on a des systèmes qui vont pas hésiter à nous mentir pour pouvoir nous plaire, par exemple, ou pour atteindre un objectif. Ça, c'est pas rassurant. Euh, donc, il y a l'approche réactive où on essaie de détecter que la machine est en train de ne pas être honnête. Mhm. Et est-ce qu'on peut les designer les critères d'entraînement pour que finalement ça l'amène par
construction à être honnête à la base. Et je pense que oui, il y a des réponses à ça. Donc tout ça, c'est prometteur, mais voilà, on est loin de passer à l'échelle, principalement parce que ça va coûter autant de milliards pour faire ces nouveaux entraînements que ce que ça coûte pour entraîner avec les méthodes actuelles. Et les universitaires n'ont pas ces moyens. Euh, donc, soit il y a un incitatif suffisant du côté des entreprises, soit c'est les gouvernements qui décident de prendre ça en main. Hmm, je vois, c'est très clair. Yeshua, peut-être pour mes questions finales, comme ça on a le temps de discuter avec les personnes qui sont présentes avec nous par Zoom aujourd'hui. J'en ai deux. C'est deux questions que je pose à absolument toutes les personnes qui me font la joie de venir à nos petits déjeuners sur la sécurité de l'IA. La première, c'est quelle est l'idée fausse la plus courante que tu rencontres sur les capacités techniques ou les limites des systèmes à usage général? Euh, la fausse idée la plus répandue qui me vient en réfléchissant à ta question, c'est que les dangers dont on parle, là, en particulier de perte de contrôle, commenceraient à se manifester seulement quand on aurait une IA à usage général qui est meilleure que les humains sur toutes les tâches, meilleure ou égale sur toutes les tâches possibles que les humains font. Ça, c'est une idée fausse en fait, parce que il suffit que l'IA soit très compétente dans certains domaines précis, et j'en ai donné deux tout à l'heure, hein, Mhm. persuasion et cybersécurité, pour devenir potentiellement très dangereuse et donc on puisse perdre de contrôle et avoir de la difficulté à le récupérer. Mais après, il y a des chances que ça vienne pas tout seul, ces capacités. Mais les gens se perdent en définition de qu'est-ce que c'est l'IA à usage général de niveau humain, AGI, alors qu'on s'en fout en fait Mhm. de quelle définition on va prendre. La seule chose, c'est est-ce que l'IA atteint un certain niveau de compétences qui peuvent devenir dangereux et ça n'a pas besoin d'être sur tout. Elle peut même être surhumaine dans certains domaines et stupide dans d'autres. En fait, c'est le pire cas. Une IA qui n'a pas le sens moral, disons, de, de, de ceux qu'on considère vertueux chez les êtres humains, mais qui par ailleurs est très intelligente, c'est l'horreur. Mhm. Ok. C'est très clair, merci beaucoup. Deuxième question, que je pose également à tout le monde. Euh, Quel serait, selon toi, le résultat idéal du prochain sommet français? Comment est-ce qu'il pourrait faire progresser la collaboration internationale en matière de sécurité de l'IA? Et que faudrait-il faire pour atteindre ce résultat? Je pense que le plus important de ces sommets, c'est de forcer des décideurs, des chefs d'État, des ministres, etc., à, pendant une ou deux journées, d'être exposés à des discussions sur des sujets avec lesquels ils ne sont pas familiers, mais qui sont importants pour le futur de nos démocraties et peut-être de l'humanité. Et l'utilisation des outils qu'on fabrique avec l'IA qui soient bénéfiques en général. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ces gens-là. Ils ont des agendas de Premier ministre, comme on dit. Euh, donc finalement, c'est une occasion d'amener plus de réflexion au plus haut niveau. Ça ne veut pas dire que les scientifiques ont toutes les réponses, on l'a vu, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais déjà, ça c'est important. Dans le rapport, une des choses qu'on dit, c'est, ben voilà, parmi les experts, vraiment les gens qui sont les chercheurs les plus reconnus, et la masse aussi, parce qu'il y a des sondages qui montrent que environ 40% des chercheurs en IA qui publient dans les meilleures conférences pensent qu'il y a plus que 10% de probabilité que quelque chose de catastrophique va arriver éventuellement. C'est, même si c'est une faible minorité, ben, cette incertitude, ces désaccords entre les chercheurs, c'est une information importante pour les décideurs, qui devrait rationnellement les amener au principe de précaution. Ok, super.
C'est archi clair, comme d'habitude. Mille merci, Yoshua. J'en ai fini de mes questions. Si ça convient à tout le monde, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir un peu les questions. Je vois qu'il y en a beaucoup dans le chat et je vais directement les poser à Yoshua. Comme ça, on perd pas de temps. Donc, j'en vois une qui a été envoyée tout à l'heure, qui est, Yoshua, comment est-ce qu'on peut réconcilier les avantages des systèmes ouverts et fermés dans l'IA en termes de Ouais. sécurité et comment convaincre les décideurs politiques de l'importance de trouver un équilibre entre ces approches? Bon, d'abord, moi je suis un grand fan des systèmes ouverts, les chercheurs en Mhm, général le sont. mhm, Mon labo a sorti un des premiers codes ouverts de deep learning il y a 15 ans. Euh, et ça joue un rôle très positif pour la société. Cela étant dit, c'est pas une valeur absolue. Si un système va causer plus de mal que de bien, mhm. ben, il faut trouver des manières d'éviter la partie négative. Et qui doit prendre ces décisions? Parce qu'il y a des pour et des contre, ça va être nécessairement avec ces systèmes ouverts. Est-ce que c'est un chef d'entreprise Mhm. ou est-ce que c'est un processus démocratique avec un régulateur? Euh, L'autre chose, c'est que en disant aux entreprises, bah, ouvert ou fermé, vous faites ce que vous voulez, mais ce qui compte, c'est les conséquences sur la société, on est en train de mettre de la pression pour que la recherche qui est faite, si elle vise des systèmes ouverts, vont être des systèmes ouverts plus robustes aux attaques. Par exemple, il y a des recherches qui se font pour essayer de faire en sorte qu'une fois qu'un système ouvert a été entraîné avec ses défenses, euh, ça devienne très difficile de le modifier par fine-tuning. Donc ça, c'est prometteur. Si ça fonctionne, on pourrait avoir des systèmes ouverts qui sont distribués et qu'on ne peut pas facilement transformer en quelque chose de dangereux. On n'y est pas. Mais le fait de dire aux entreprises, vous serez responsable des dégâts majeurs qui pourraient arriver, voilà, ça leur dit, investissons des milliards pour Mhm. faire des systèmes ouverts qui auront les avantages et pas les inconvénients. C'est un exemple. Mais ultimement, la question est qui décide où on met la barre de ce qui est acceptable et ce qui dépeint. Et pour moi, ça doit être le public. Super. Je passe à la question suivante. Dans le AI Index édition 2024, une étude de l'Institut Époque est référencée qui estime qu'on a déjà utilisé toutes les ressources linguistiques de bonne qualité pour l'anglais. Est-ce qu'on n'a pas atteint la limite de compétence des modèles avec le paradigme des transformers sans injection de connaissances par d'autres moyens? Je pense pas. Je pense que, par exemple, ces systèmes utilisent beaucoup plus de données que le cerveau humain. Et donc, l'utilisation qui en est faite, entre guillemets, dans ces systèmes aujourd'hui est très inefficace. Je pense qu'il y a pas mal de chemin qui va être parcouru par les avancées algorithmiques qui rendent ces systèmes plus efficaces dans leur utilisation des données. En fait, c'est déjà le cas, hein. C'est pas seulement dans le futur. Si on regarde rétrospectivement, il y a une amélioration en termes de nombre d'exemples nécessaires pour atteindre un certain niveau de compétence qui est exponentiel. Donc chaque année, il y a un petit peu d'amélioration et ça s'accumule. Donc ça va continuer probablement, enfin, on sait jamais. Par ailleurs, au niveau de euh, enfin, la solution entre guillemets qui, selon moi, va permettre d'utiliser les données de manière plus efficace, c'est aussi une solution qui va exploiter plus de calculs. Si on regarde O1, en fait, ça coûte beaucoup plus cher en calcul parce que pour chaque question qui est posée, le système va y réfléchir. Ça veut dire rouler pendant des secondes ou des minutes. Et par contre, ça va faire des systèmes, ça fait déjà des systèmes qui sont plus cohérents et donc qui vont pouvoir Mhm. relier les données entre elles de manière plus cohérente, un peu comme des scientifiques ou des philosophes devraient l'être. Donc je pense que bah, oui, il y a encore peut-être un facteur 10 de données qui sont de moindre qualité qui ne sont pas utilisées, mais il y a surtout beaucoup de chemin plausible d'un point de vue scientifique qui va être fait, on ne sait pas sur quelle échelle de temps, pour exploiter les données qui existent de manière plus statistiquement efficace. Ok. Le domaine de... J'enchaîne, hein. Le domaine de l'interprétabilité.
qui est en pleine croissance. Est-ce que ça te semble être une option viable pour réduire les risques de l'IA de manière générale? Donc, Ben, je pense que c'est une des avenues qu'il faut poursuivre. Mhm, Comme on n'a pas la réponse à la question comment on fera des IA qui, le jour où elles sont plus intelligentes que nous, vont bien se comporter, il faut certainement pas mettre tous nos œufs dans le même panier. L'interprétabilité, c'est tentant. Il y a deux approches en fait. Il y a essayer d'interpréter ce qui se passe à l'intérieur du réseau de neurones. mhm, C'est beaucoup ce que fait Anthropic par exemple. Et il y a une autre possibilité qui quelque part est révélée un peu avec O1 de OpenAI, où on regarde euh, des délibérations internes de l'IA avant mhm. qu'il donne une réponse, qui sont en langage naturel et qui sont donc directement interprétables. Encore faut-il que ces délibérations soient suffisamment comment dire, honnêtes, etc. Pour l'instant, on n'a pas de garantie, mais je pense que c'est le bon chemin. Et perso, je pense qu'on n'arrivera pas à avoir une interprétabilité suffisante de ce qui se passe à l'intérieur des réseaux de neurones pour des raisons fondamentales, mais on peut avoir quand même des indices intéressants. Mais mon espoir est plus du côté de s'assurer que la manière dont l'IA arrive à ses réponses puisse se décomposer en parties interprétables, comme avec une délibération en langage naturel. Euh, mais il faut aller plus loin pour que, un peu comme les systèmes qui font des preuves mathématiques, on peut vérifier chacun des éléments étapes de la preuve, on ait plus de confiance dans ces trajectoires, disons, de raisonnement qui mènent à une réponse. Ok, donc si j'entends bien ce que tu dis, on ajouterait, il y aurait d'abord une couche, pour ainsi dire, interprétabilité de ce que nous donne le modèle en aperçu de ce qui se passe dans la black Oui, box. Et, et au-delà de ça, on ajouterait aussi une autre couche, évaluation de la capacité à faire confiance au modèle en fonction de ses oui. capacités ou non À justifier ses réponses défaut finalement. d'honnêteté. Ok, Ouais, voilà. ok. Donc un peu le travail des tiers d'évaluation, en fait, des évaluateurs. Ouais. Tout le travail qui se fait en utiliser l'IA pour produire des preuves mathématiques, en Hmm. fait, ça peut nous aider dans ce sens-là. Parce que c'est un peu la même idée. On veut donner une réponse qu'on va pouvoir justifier et chacune des étapes puisse être vérifiée. Par rapport à ça, comment est-ce que tu penses qu'on peut donner des bons accès aux évaluateurs tiers en sachant qu'il y a un rapport de force entre les petits évaluateurs et ce qu'on appelle les frontier labs? Comment est-ce qu'un évaluateur, par exemple, peut s'assurer que le modèle qui a été déployé est bien celui qui a été soumis à son évaluation? Déjà, il faut qu'il y ait des lois qui punissent ceux qui trichent Mhm. et qui obligent les entreprises qui fabriquent les IA frontières à être évaluées par des auditeurs neutres qui ont, eux, une obligation de respecter disons, une certaine intégrité. Un peu comme on essaie de le faire en finance, pas toujours bien, mais bon, au moins ça existe. Donc ça c'est, il faut qu'il y ait plus de transparence en fait dans l'évaluation des risques qui est faite par les entreprises. C'est pour moi l'objectif premier d'une réglementation, c'est forcer une forme de transparence. Et ça peut, il y a plusieurs aspects à ça, mais ça va nous aider beaucoup. Après, on n'a pas besoin de transparence pour des systèmes qui, parce qu'ils sont trop petits, de toute façon, ne sont pas très inquiétants. C'est pas la peine de faire travailler des jeunes pousses qui, de toute façon, n'ont pas les moyens de 100 millions et plus d'entraîner ces gros systèmes. Donc, il faut que la demande en transparence soit proportionnelle au risque. Hmm. Ok, c'est très clair. Là, le sommet pour l'action sur l'IA, le AI Action Summit qui va se tenir en février, il répond à une temporalité depuis le sommet de Séoul et avant lui le sommet de Bletchley où les États s'étaient dit environ tous les 6 mois, on tient un sommet pour discuter des sujets de sécurité avancée, des systèmes, sécurité, pardon, des systèmes avancés. Indépendamment de ce qui peut se passer vis-à-vis de la continuité de la série des sommets, est-ce que nos institutions sont câblées pour suivre les rythmes des avancées en IA? Et comment est-ce qu'on peut concilier ces temporalités? Comment est-ce qu'on pourrait être proactif
dans l'anticipation. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, souvent on a des discussions par rapport aux modèles qui existent, on a des trajectoires de risque par rapport aux modèles futurs, et entre-temps, on a un agenda de gouvernance internationale, européen ou national, qui ne répond pas forcément à ces avancées-là. Oui, déjà, il y a un enjeu, c'est que les gouvernements ont pas, la plupart, ont pas ou très peu de compétences internes dans l'IA générale de pointe, là. Et il faut que le public ait ces compétences. Alors, ça peut passer par ces instituts de recherche universitaires, etc. Mais il faut que les gouvernements aient un bras technique qui leur permet de suivre ces changements, d'adapter la réglementation, de faire des demandes aux entreprises pour les amener dans le droit chemin, si on veut. Donc ça c'est le plus important. Et c'est sûr que les changements législatifs sont très longs, il y a des batailles politiques, il y a des lobbies, etc. Donc, il faut que on puisse se donner des manières de fonctionner, pour que ce soit la réglementation ou d'autres incitatifs, euh, qui par construction vont être très adaptatifs aux changements rapides qui peuvent arriver et qui, dans le passé en tout cas, ont été le cas. Et je pense que c'est possible, mais faut bien y penser avant d'agir. Enfin, il faut agir, mais faut pas mettre en place des règles qui seront dépassées ou inapplicables 12 mois Hmm. plus tard. C'est le point de la capacité à être future-proof de l'ensemble des réglementations qui sont afférentes au système IA. À ton sens, quels devraient être les champs de coopération prioritaires entre les experts de l'IA et ceux de la cybersécurité dans cette démarche de sécurisation des systèmes? C'est alors il y a un enjeu autour de tout ce qui est sécurité nationale, cybersécurité inclus, mais aussi les histoires d'armes chimiques, biologiques. Mhm, C'est que il y a des discussions qu'on veut avoir de manière ouverte, et il y a des discussions qu'on veut pas avoir de manière ouverte. mhm, Si la discussion qu'on a devient une arme pour quelqu'un qui veut se servir de l'IA contre la société, ses infrastructures et ses populations, c'est un problème. Euh, donc je pense que ces deux types de conversations doivent exister à des endroits différents. Les réunions internationales du genre du sommet de l'IA à Paris bientôt, ou celle qu'il y a eu à Séoul ou à Bletchley Park, ça devrait viser ce qu'on devrait partager. mhm, Et on devrait aller plus loin que ces discussions de haut niveau. Il faudrait que les instituts de sécurité de l'IA dans le monde, c'est un réseau qui est en train de se mettre en place, là, euh, partagent de manière ouverte entre elles les connaissances et les recettes, les résultats qui gagnent à être partagés parce que ça va augmenter la sécurité de tout le monde. Mais il faut aussi que, dans un forum plus privé, peut-être entre quelques démocraties, on puisse partager des informations qu'on ne veut pas que ça tombe entre les mains des Russes, mettons, mais qu'on a besoin de partager pour que tout le monde puisse avoir les bonnes protections. Pour moi, c'est le plus important, c'est au niveau de comment on gère la fabrication de ces connaissances, qu'est-ce qu'on fait avec pour améliorer la sécurité de tout le monde. mhm. C'est très clair. Est-ce que tu peux nous parler des trajectoires de risque vis-à-vis des prochaines générations de LLM, par exemple, en termes de taille? Ouais, Si on pense à ce que pourrait être GPT-5, ouais. est-ce que tu as un sens sur ses compétences? Ben, là, c'est très clair à court terme, la trajectoire de OpenAI, c'est mettre ensemble les capacités de GPT-4 et de O1, parce qu'aujourd'hui, O1 est bien meilleur que GPT-4 sur certaines questions mathématiques, programmation et scientifiques, mais Hmm, il est beaucoup moins bien sur d'autres choses. Et il est probablement aussi plus petit, parce que c'est un système expérimental, quelque part, qui ouvre une nouvelle avenue sur la manière de mettre au point ces systèmes. Donc, à court terme, c'est ce qu'on va voir. Euh, Combien de mois ça va prendre, je ne sais pas, mais c'est une question de mois, pas d'années.
Euh, Après, l'autre prochaine étape, c'est de convertir ces avancées. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, ils disent ça, c'est ce que les chercheurs dans ces entreprises disent ouvertement. C'est de convertir ces avancées en termes de raisonnement, bah, continuer à les améliorer, mais faire en sorte que ça puisse s'appliquer à la planification, donc à la Hmm. capacité à prendre des décisions en séquence à long terme pour atteindre des buts, parce qu'il y a une valeur économique énorme à ça. Donc là, c'est la différence entre un système qui répond à une question et un système qui peut agir par lui-même, par exemple pour aller acheter des choses pour nous sur Internet ou carrément gérer un projet comme les humains le font sur plusieurs jours, semaines, mois. C'est quelque chose qui fait rêver et saliver les entrepreneurs parce que ça pourrait remplacer le travail de certains gestionnaires ou de certains décideurs ou Hmm. des gens qui font de la finance ou des choses comme ça. Donc, c'est complètement autre chose. Alors, il y a énormément d'investissements pour ça. C'est quelque chose qu'on sait faire dans les IA très pointus, mais qu'on ne sait pas encore faire pour des IA générales. Mais mon intuition, c'est que la capacité raisonnée, dont on voit les progrès, hein, pourrait être mise au service de ça. Et ça nous approche de l'intelligence de niveau humain de manière dangereuse, potentiellement, c'est selon les règles qu'on s'est données. Mhm. Et puis l'étape d'après, donc là, ben, on parle d'années ou plus, hein, je ne sais pas. Une fois que une de ces entreprises a un système qui raisonne aussi bien et qui planifie aussi bien qu'un des meilleurs chercheurs en IA Hmm. dans son travail de recherche en IA, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait des systèmes d'IA qui sont aussi compétents peut-être un chercheur autiste, mais très très compétent, pas nécessairement compétent relationnellement, mais compétent à trouver des bons algorithmes qui atteignent certains objectifs de recherche. Et entraîner un de ces systèmes permettrait d'avoir accès à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de versions qui s'exécutent, d'instances, comme on dit, de ce chercheur automatisé en IA. Et donc accélérer la recherche en IA par plusieurs ordres de magnitude, ce qui serait une percée potentiellement très très transformatrice, encore dans le positif ou dans le négatif, selon comment on gère tout ça. Ok. Peut-être un dernier mot. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments sur une simple réaction, par exemple, à l'opposition classique entre sécurité et versus compétitivité, innovation, qu'on a vu en gouvernance se cristalliser par exemple par rapport à la lettre ouverte qui est sortie récemment de Europe Needs AI Certainty, ou bien même le SB 1047 qui a finalement été vetoé, pour ainsi dire, en très mauvais français. Une réaction sur cette dichotomie sécurité Euh, versus compétitivité, innovation dont, dont c'est on c'est- entend constamment parler. c'est une fausse question. Regardons tous les autres domaines où on réglemente et où la réglementation a permis de sauver des vies de manière massive. Euh, Voitures, avions, trains, médicaments. Avant qu'on mette des règles, c'était terrible en fait. Il y a eu plein d'accidents, plein de problèmes. La thalidomide dans les années 60 pour les médicaments, des taux d'accidents de la route des centaines de fois plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, la technologie, quand on met les bons garde-fous, peut être extrêmement utile. Sinon, bah, elle nuit, peut nuire en fait, sans parler des utilisations militaires et tout ça. Donc c'est clair qu'il nous faut les deux. Et oui, ça coûte quelque chose. Si je suis une compagnie pharmaceutique, je dois dépenser de l'argent pour tester que mon médicament ne va pas tuer les gens. Et j'aurais pas eu besoin s'il n'y avait pas tous ces garde-fous. Oui, ouais, ça va. Super. Ça fait partie du prix, la sécurité, mais ça va pas empêcher que la technologie soit là. Ça va juste la rendre bénéfique en moyenne plus qu'autrement. Et donc, c'est les deux qu'il faut, c'est évident. L'innovation et la sécurité. Super. Un mot de la fin, peut-être pour conclure, parce que je ne vais pas te prendre plus de temps que ce que tu nous as déjà offert. Mille merci, Yoshua. J'ajouterai la gastronomie française, qui est une des gastronomies
qui a le plus de réglementation et qui est vraiment délicieuse. Euh, Yeshua, merci. Et merci à tous, évidemment, de vous être connectés. Si vous voulez suivre nos événements, il y a un petit lien mis par Taylor dans le chat. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.